Ce lundi, c'est la nuit du destin, une nuit qui a vu la révélation et la descente du Coran, le livre saint de l'islam. Elle équivaut à 1000 mois de prière, c'est donc un grand moment de dévotion pour le fidèle musulman. Septième journée africaine de la géotechnique à Yamoussoukro, les experts ont travaillé à la résolution des problèmes concernant la dégradation précoce des routes et l'effondrement des immeubles en Afrique intertropicale. Le Grexit a été évité, la Grèce ne va donc pas sortir de la zone euro. Un accord unanime a été trouvé ce lundi matin. Alexis Tsipras assure que la décision va permettre de préserver des conditions de stabilité financière de son pays. Lundi 13 juillet, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le chef de l'État a reçu ce matin les conclusions des 2 séminaires gouvernementaux sur l'école. Le premier s'est tenu le 1er avril sur les stratégies pour la mise en œuvre de l'école obligatoire pour tous les enfants de 0 à 16 ans. Le second a eu pour sujet l'éducation et la formation. Ces 2 rencontres gouvernementales ont eu pour objectif la réforme de tout le système éducatif. Et le chef de l'État a félicité les membres du gouvernement. Il les a exhortés à en faire davantage pour la fin des échecs scolaires. On l'écoute. Tous les sujets liés à la santé, à l'éducation, à la formation, à l'avenir et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes me sont particulièrement chers. J'attache du prix à l'éducation car elle est non seulement la meilleure boussole pour la vie de nos enfants, mais aussi le socle du développement de notre pays. C'est pourquoi le projet école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, dénommé politique de scolarisation obligatoire, constitue l'une de nos grandes ambitions. Je veux donner à toutes les filles et à tous les fils de notre pays le droit à une éducation, à une formation de qualité, qui leur permettent d'acquérir des connaissances et des compétences fondamentales. Ainsi, nos enfants pourront devenir des citoyens modèles et participer pleinement à la vie de leur famille et de la nation. Notre objectif est également de leur permettre de soutenir la concurrence au niveau international. Ce lundi matin, avant le début du séminaire gouvernemental, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au groupe américain Brandt. Il propose des produits innovants, utiles et pertinents. Ce groupe entend se positionner sur le marché africain en utilisant la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée. Nous sommes au 27e jour du Ramadan, mois de jeûne musulman, et la nuit du destin est célébrée dans la nuit d'aujourd'hui à demain mardi. Cette nuit, qui correspond à 1000 mois d'adoration pour le musulman, est celle qui a vu la révélation du Coran, le livre saint de l'islam. Elle est consacrée à des prières et à des séances de prêche. Ami Sissoko. Cette nuit, les fidèles musulmans prendront d'assaut les mosquées et autres lieux de prière pour célébrer la nuit du destin, Laylatul Qadr, après 26 jours de jeûne. C'est au cours de cette nuit qu'Allah va décider du sort de ses fidèles. Une nuit qui voit à elle seule 1000 mois d'adoration d'Allah, une nuit consacrée à la prière. Cette nuit-là, en principe, doit être consacrée à la prière. Elle doit être consacrée à l'invocation. Elle doit être consacrée aux supplications. Donc, ce n'est pas une nuit où on doit passer le temps à écouter les prêches. Non, non, non. C'est une nuit d'exercice spirituel. C'est une nuit où l'homme doit s'adresser à son Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va décider pour toi. Et chacun souhaite le meilleur pour lui-même. Et la meilleure façon d'avoir le meilleur, c'est de forcer le destin. Forcer le destin, c'est quoi? C'est de faire le droit. C'est de demander à Dieu, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas décider pour moi cette nuit. Mais je souhaite que ce que tu vas décider pour moi soit meilleur. C'est dans les invocations que tu le diras. Mais si tu t'étais, tu ne dis rien. Ce que Dieu va décider, tu vas subir. La nuit du destin, c'est aussi la nuit de la révélation de la descente du Saint-Coran, le livre saint de l'islam. Après cette célébration de Laylatul Qadr, il reste peu de jours pour achever le mois de Ramadan, puis ce sera la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture qui met fin au mois du jeûne.
Les juges des tribunaux de première instance ont reçu des véhicules de service, 12 au total, pour rendre plus efficaces leurs actions sur le terrain. Ces juges sont des maillons essentiels de la chaîne judiciaire. Le reportage de Alexis Ouedraogo. 12 véhicules de service ont été remis par le ministre Yenema Coulibaly aux juges de section. Cette action du gouvernement vise à doter le secteur judiciaire de moyens de déplacement pour plus d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Nul n'ignore qu'un environnement empreint du respect du droit, de la lutte contre la corruption et de la bonne gestion des affaires publiques favorise fortement le développement durable. Il nous appartient de doter notre pays d'une justice indépendante, impartiale et efficace au service de la société. Pour les bénéficiaires, ce geste est à saluer. Vous imaginez que c'est avec une joie immense que nous avons eu ces voitures-là aujourd'hui. Cela fait longtemps qu'on attendait cet événement. Le ministre nous l'avait promis et voilà qu'aujourd'hui nos vœux sont réalisés. Lorsque les magistrats sont bien entretenus, il est évident qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, moi, je promets d'en faire un bon usage et de donner le meilleur de moi-même. La tribune a été l'occasion pour le ministre de féliciter les juges qui ont contribué à accélérer la délivrance des pièces administratives pour la révision de la liste électorale. Il a été créé il y a de cela moins de 3 ans. Le tribunal du commerce d'Abidjan veut se doter d'outils pour garantir sa pérennité et cela passe par l'adaptation aux exigences de performance pour les responsables de cet institut judiciaire. Le reportage de Franck Wadio. Un décret, le numéro 2012-628, datant du 6 juillet 2012 et s'installe le 1er octobre 2012, le tribunal du commerce d'Abidjan. Sa mission, l'arbitrage des litiges liés au commerce et à l'environnement des affaires auparavant minés par les lourdeurs administratives et autres procédures judiciaires interminables. 34 mois après sa création, des avancées mais aussi des brèches à colmater. Il faut donc rendre l'instrument plus efficace. François Comouin, président de ce tribunal, préconise la démarche qualité. Il y a 34 mois que nous existons, on a eu quelques bons résultats, mais il faut toujours consolider cela. Et une manière de consolider ces résultats obtenus, c'est de s'inscrire dans cette démarche qualité qui nous permettra d'obtenir tous les processus organisationnels et de management pour assurer que nous pourrons toujours satisfaire comme il faut les opérateurs économiques qui viendront s'adresser à nous. La démarche à qualité. Pour mener à bien le projet, un cabinet de qualiticiens ivoiriens est sollicité. Le lancement à la grande salle des audiences du tribunal du commerce d'Abidjan est le lieu de définir la méthode. Elle implique, selon le qualiticien Constant Boka, toute la chaîne judiciaire du tribunal du commerce. La norme de qualité choisie est l'ISO 9001 qui favorise une meilleure organisation du travail. Comment résoudre les problèmes de dégradation précoce des routes et l'effondrement des immeubles en Afrique intertropicale? Les experts du domaine se sont employés à répondre à la question. Ils se sont réunis pour les 7e journées africaines de la géotechnique à Yamoussoukro. Kwadio Kwame. La dégradation précoce des routes et l'effondrement des immeubles, problèmes communs à tous les pays d'Afrique intertropicale. Les 7e journées africaines de la géotechnique ont porté sur ces préoccupations afin de tracer les sillons de la résolution de ces différents problèmes. Les principales causes ont donc été identifiées et des recommandations faites pour y remédier ou les prévenir. Les matériaux, on les a toujours pris sur place et on va continuer de le faire. Le problème après, c'est qu'il y a certains matériaux qui sont plus adéquats que d'autres et que ces matériaux-là, bien, il faut juger s'ils sont adaptés pour entrer dans les différentes parties de la structure des routes. Les solutions, c'est plus d'organisation, une implication de tous les acteurs qui peuvent nous permettre d'obtenir des résultats qui nous permettront d'améliorer les qualités de nos infrastructures. Construire des ouvrages de qualité et durables permet de réaliser des économies sur les importantes ressources actuellement destinées à l'entretien et à la réhabilitation, a indiqué le représentant du ministre des Infrastructures économiques.
Au terme de ces assises, le directeur général du laboratoire des bâtiments et travaux publics, l'Ivoirien Kona Amédée, est porté à la tête de l'Association des laboratoires du bâtiment et travaux publics d'Afrique. Le nouveau président souhaite la révision des règles techniques utilisées dans leur domaine d'activité. 47 cadres formés à la gestion de la politique économique GPE à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont issus des secteurs privés et publics. C'est la 15e promotion de ce programme GPE. Il existe depuis 1998. Il est financé par la Banque mondiale et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, le continent africain doit se doter de ressources humaines capables de le conduire vers le développement, surtout dans le domaine économique où l'on enregistre une croissance dynamique ces dernières années. Voilà qui justifie le programme de formation en gestion de la politique économique GPE de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Chaque année, il met à la disposition des États africains des cadres de haut niveau, tant dans le domaine public que privé, pour conduire leur économie. Le programme GPE Abidjan s'inscrit donc dans cet engagement des gouvernements à former des cadres pouvant contribuer à la maîtrise de la situation de nos économies, des chocs susceptibles de les affecter et des politiques à mettre en œuvre pour en assurer une croissance saine, stable et inclusive. Pour sa 15e promotion, le programme GPE vient de former 47 cadres. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains du représentant de la ministre chargée de l'économie et des finances, présidente de la cérémonie. On souhaite vraiment le changement au sein de nos administrations lorsque nous allons retourner, vraiment apporter de la valeur ajoutée au sein du cabinet, plus précisément d'où je viens. Et je suis très satisfait de la formation que j'ai reçue. En ce qui concerne la formation, le programme GP, c'est une formation d'excellence et une formation de cadre. Et une formation sur laquelle peut vraiment compter l'Afrique de demain. Le programme GPE existe depuis 1998. Il est financé par les bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Faut-il introduire les OGM, organismes génétiquement modifiés, dans l'agriculture ivoirienne? Le programme national de recherche OGM a planché sur la question à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Chantal Akanda. L'agriculture, une priorité pour le gouvernement. Le cacao, le café, l'EVA et le palmier à huile ont connu une hausse notable sur les prix au cours de ces dernières années. Au nord, l'anacarde, le coton et la mangue ont permis aujourd'hui de changer le quotidien des paysans. Cependant, certains produits agricoles continuent de subir la loi de rongeurs et d'insectes ravageurs, ce qui influe négativement sur le revenu des paysans et de l'économie dans son ensemble. Dans certains pays africains, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, OGM, produisent depuis des années des résultats substantiels. Baptisé Programme national de recherche OGM, ce programme va aider le gouvernement ivoirien à prendre une décision éclairée sur l'utilisation de cette biotechnologie. Le cadre choisi pour réfléchir sur ce projet, l'université Peleforo Gon Coulibaly, une université à vocation agro-pastorale. Au cours de sa présentation PowerPoint, le directeur du laboratoire national de biotechnologie du Centre national de recherche agronomique, CNRA, a expliqué l'importance de ces biotechnologies pour l'agriculture ivoirienne. La nécessité pour la Côte d'Ivoire d'adopter des OGM. Disons que c'est une problématique qui existe depuis un certain temps, depuis 1996. Nous avons fait des croisements pour améliorer les plantes. Mais toujours, les maladies et les insectes s'invitent. Donc, cette technique des OGM permet donc à l'agriculture de trouver des moyens donnés aux plantes, permettre aux plantes de résister soit à des maladies, soit à des pathogènes. Les bases pour la mise en place du comité d'exécution de ce programme ont été lancées au cours de cet atelier. Rappelons que 28 pays utilisent les OGM dans le monde. L'Afrique du Sud est premier africain avec 11 600 000 hectares cultivés. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso occupe le premier rang avec 1 600 000 hectares.
On quitte Korogo pour Yamoussoukro où s'est tenue la 12e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire. Les difficultés rencontrées par ces agents de santé, les efforts de recherche et de formation ont fait la une lors de ces assises. Le reportage de Hassan Kané est commenté par Kader Segodego. Insuffisance du plateau technique, manque de formation continue. Tels sont les problèmes auxquels sont confrontés les infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. Pour faire face à ces difficultés, ces infirmiers, réunis au sein d'une société dénommée Société des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire, SIADC, ont trouvé nécessaire d'initier une journée scientifique chaque année. À Yamoussoukro s'est tenue la 12e journée scientifique de la SIADC. Le thème de cette année est le rôle de l'anesthésiste réanimateur dans la prise en charge des urgences gynéco-obstétricales, actualité et perspectives. Il a été question pour les initiateurs de donner les rudiments nécessaires pour l'amélioration des pratiques de cette corporation. L'infirmier anesthésiste a une obligation de faire au moins une fois par an un renforcement des capacités. Une seule erreur n'est pas permise. Les infirmiers anesthésistes venus en grand nombre apprécient cette initiative. Pour quelqu'un qui a un problème de doigt, n'a pas besoin de l'endormir pour ça. Ce n'est pas des nouvelles techniques, mais c'est des techniques qui ne sont pas vulgarisées chez nous ici. Et grâce à l'encouragement de nos chers maîtres, nous allons mettre ça en pratique. Plusieurs ateliers ont marqué la journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. Le tout pour une amélioration des conditions de travail de cette corporation. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État MUGEFSI informe ses membres de Boaké sur la couverture maladie universelle CEMU, avec notamment les mécanismes de collaboration entre les deux structures. Charles Tatsou. La mutualisation des moyens pour la prise en charge des citoyens du pays préoccupe la direction de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les responsables de cette structure se préparent pour la tenue d'un atelier avec ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cela afin de déterminer les voies et moyens à prendre en compte dans la mutualisation de la prise en charge. Une délégation de la MUGEFSI, conduite par le deuxième vice-président du conseil d'administration, Kwasi Maturin, a rendu visite aux mutualistes de la région de Gbeke. Objectif, éclairer la lanterne de ceux-ci sur la collaboration de la MUGEFSI et la CEMU. La mutuelle naissante que représente la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est le pendant de la CMU, est la bienvenue. La MUGEFSI est outillée à travailler avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Une séance de consultation sur le dépistage de l'hypertension et du diabète a précédé la rencontre de la délégation de la MUGEFSI avec les mutualistes, signe de l'engagement de cette mutuelle à faire de la santé de ces mutualistes une priorité. La lutte contre le travail des enfants s'intensifie en Côte d'Ivoire. Save the Children et l'Union européenne pilotent 2 projets dans ce sens. Le lancement a eu lieu dans la ville de Korogo. Soro Corona et Kader Segodego. Le phénomène de la migration nationale et transfrontalière des enfants travailleurs en Afrique de l'Ouest gagne du terrain. Selon les études réalisées par l'ONG Save the Children, en 2014, plus de 1 500 000 enfants ont quitté leur zone d'origine pour migrer vers d'autres zones à la recherche de travail. Les causes principales de cette migration sont liées au manque d'opportunités de formation et d'insertion socio-économique dans leur zone d'origine. L'ONG internationale Save the Children veut contribuer à améliorer les conditions de vie de ces enfants et jeunes travailleurs à travers un projet. Prendre conscience de la problématique au niveau local, au niveau national et au niveau international aussi, et faire en sorte que ces projets-là puissent nous fournir avec des données spécifiques qui par la suite servent vraiment à avancer. Le lancement de ce projet a eu lieu dans la région du Poro. À Korogo, il a été question de présenter officiellement aux autorités étatiques et aux organisations partenaires le projet financé par l'Union européenne. Aujourd'hui, le phénomène des enfants migrants, c'est un phénomène qui devient gênant. Il est bien qu'aujourd'hui, on se retrouve pour réfléchir
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? La population se saisisse, qu'on fasse un problème personnel, que tout le monde soit impliqué. Ce ne soit pas seulement l'opérateur qui finance qui soit préoccupé. Les attentes, recommandations, observations et suggestions des autorités et partenaires vont constituer des données pour la finalisation et la planification du projet. Ce projet sera réalisé en Côte d'Ivoire sur 13 sites et répartis entre les zones centre et nord. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin hier dimanche, et cela après une prorogation de 12 jours proposée par la commission électorale indépendante et entérinée par le gouvernement ivoirien. Les ressortissants à Caen vivant dans la commune de Yopougon se réunissent autour d'une cause, la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. La rencontre a eu lieu à la place Figayo de la commune. Michel Digré. Le peuple à Caen rend hommage au président de la République et réaffirme son engagement pour sa réélection à la présidentielle d'octobre prochain. Pour Henriette Aoukwadio, présidente du comité d'organisation, le pari est réussi. Mon premier souci, c'est d'organiser le peuple à Caen et leur dire que notre président de la République en octobre 2015, c'est le président Alassane Ouattara. Pour Gilbert Koné-Kafana, parrain de la cérémonie, et Jeanne Pemont, représentant le président de la République, se mobiliser pour la réélection d'Alassane Ouattara, c'est emprunter la voie de l'émergence. Le rassemblement de ce jour, c'est un signal fort que vous donnez à l'ensemble de la commune et au-delà de la commune, c'est un signal que vous donnez à toute l'équipe de campagne qui se met en place et à tous les Ivoiriens. Je suis venu représenter le président. Je pense que ce que je dois faire, c'est d'aller lui faire le retour, lui dire, de rassurer et dire que ses frères à Caen sont prêts pour les batailles à venir. Au cours de cette cérémonie, Jeanne Pemont a procédé à l'installation de l'équipe de campagne de la commune de Yopougon, constituée de jeunes, de femmes et de chefs traditionnels. Cette équipe aura pour mission la mobilisation dans la commune pour la réélection d'Alassane Ouattara. À quelques jours de la visite d'État dans le district du Woroba, les élus et cadres multiplient les rencontres. Le coordonnateur général de la visite d'État dans le Ourodougou, Amadou Soumaoro, a eu une séance de travail avec le corps préfectoral. Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, coordonnateur général de la visite d'État dans la région du Ourodougou, multiplie les rencontres. Ce à quelques jours de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région. Ainsi, après ces échanges avec la population de Séguéla et de Kani, en compagnie du ministre d'État Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro a eu une séance de travail avec le préfet de région, les préfets des départements et leurs collaborateurs. Au menu des échanges, le point de préparatifs de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara. Après le point que nous avons fait de part et d'autre, les préparatifs pour l'accueil du chef de l'État vont bon train. Le corps préfectoral que je voudrais féliciter au passage et remercier est mobilisé dans tous ces compartiments. Et croyez-moi, toutes les questions ont été appréhendées, qu'il s'agisse des questions de mobilisation, qu'il s'agisse des questions de restauration, de transport, tout a été passé au peigne fin. Je peux vous dire que la coordination générale que j'ai l'honneur de présider sera un instrument qui travaillera en étroite collaboration et symbiose avec, disons, le corps préfectoral. Nous serons là, ensemble, chacun dans son rôle, pour faire de cette visite d'État quelque chose d'historique. Saisissant l'occasion, le coordonnateur général a réitéré l'appel à la mobilisation des filles et fils du Ourodougou. Toutes les populations seront mobilisées. Partout où il y a des populations du Ourodougou, dans la diaspora, tant au plan national qu'à l'étranger, tous les fils et toutes les filles de cette région seront là le 23 pour dire au président, président, nous vous aimons, président, vous êtes chez vous, vous êtes la bienvenue, croyez-moi.
À Séguéla et à Kani, les populations sont mobilisées pour réserver un accueil passionnel et enthousiaste au président de la République Alassane Ouattara le 23 juillet prochain. Direction Tafissou, dans la sous-préfecture de Djekanou, zone centre de la Côte d'Ivoire. Le nouveau chef a été intronisé et il appelle ses administrés à la culture de la paix et du vivre ensemble. Thérèse Yowé. Tafissou est un village de 3000 âmes situé à 3 km de Djekanou. Ce village a connu un moment de réjouissance populaire. C'était à l'occasion de l'installation officielle de son 10e chef en la personne de Nana Songwan Asui II. Il succède à Ngoran Kwame, décédé en 2010. C'est le secrétaire général de la préfecture de Djekanou, Denis Agwale, qui a remis l'arrêté de nomination à Nana Songwan Asui II en présence des cadres, des responsables politiques, administratifs et traditionnels. Nous venons de choisir le nouveau chef qui est un ancien fonctionnaire. En tout cas, pour sa qualité d'homme que nous connaissions, nous croyons qu'il pourra nous amener à développer mieux le village. Et comme le dit le Seigneur, une maison sans chef, ce n'est vraiment pas une maison. Nous sommes restés quelque temps sans chef de village. Aujourd'hui, le Seigneur même rétablit la normale. Nous sommes très heureux et nous voulons confier ce moment-là au Seigneur pour que lui-même ait la main sur ce chef du village et sur le village tout entier. Cette intronisation répond à un besoin de cohésion, d'unité, de paix et de développement à Tafissou. Le nouveau chef du village de Tafissou est un comptable à la retraite, marié et père de 17 enfants. Dans la région du Hambol, le village de Kardioulé-Sourdon est désormais connecté au réseau électrique national. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, parrain de la journée, a procédé à la mise sous tension. Hassen Kane et Dirasouba Larsen. Ces pas de danse de sexagénaires, exécutés au son de musique, sont l'expression visible de la joie partagée des populations de Kardioulé-Sourdian, village du canton Kardioulé, situé à 14 km de Dabakala, dans la région du Hambol. Joie d'autant plus grande, ressentie par Ouattara Zoumana, élève au CM1, réduit jusque-là à réviser ses leçons à l'aide de lampes tempête. Maintenant qu'il y a la lumière, je vais étudier sur la lumière. Je suis très content d'avoir le courant dans notre village. Le village de Kardioulé-Sourdian est désormais connecté au réseau électrique national. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, parrain de la journée et fils du département, a procédé à la mise sous tension du réseau électrique du village. Oui, vous avez la lumière. Et pour cela, je voudrais remercier le conseil régional du Hambol, Kardioulé également, d'avoir été patient et de nous avoir laissé le temps de travailler convenablement pour lui donner la lumière. Une réalisation du conseil régional du Hambol à hauteur de plus de 83 millions de francs CFA. Si nous mettons ensemble nos énergies, nous allons pouvoir donc atteindre nos objectifs en électrifiant tous les villages de la région de Hambol. Je vais encore réitérer un appel. C'est l'union entre les cadres de la région de Hambol. Les différents intervenants ont salué cette action de développement. Cependant, pour les porte-parole des populations du village, des difficultés demeurent, telles l'adduction en eau potable et l'absence de centre de santé. Quelques heures plus tôt, à Katiola, le conseil régional a récompensé les 50 meilleurs élèves du primaire de la région et a remis des cadeaux à 605 enfants déshérités. Il a également eu une rencontre avec la chefferie de la région pour parler des développements. Fête pastorale de la paroisse catholique de Sago dans le nord du pays. Les fidèles ont été invités à l'union et à la cohésion sociale. Thérèse Yoboué. Érigée en sous-préfecture en 2001, Sago est une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette sous-préfecture éprouve d'énormes difficultés pour décoller, notamment la vétusté des bâtiments administratifs, les installations électriques, constituant un véritable danger pour les populations. Une occasion pour le député de la localité d'inviter les populations à unir leurs forces pour la réhabilitation de ces infrastructures en ruine. Gilles Niapi a également invité ses frères à la cohésion sociale et à sortir massivement pour voter au moment opportun le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, qui incarne le développement et la paix en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une célébration eucharistique à la paroisse La Consolata de Sago. Le curé
Le père Celestino Marandou, dans son homélie, a également lancé un appel à la paix, à l'amour du prochain, à la cohésion sociale et au partage. Quant au sous-préfet de Sago, il a exhorté les fils et filles de cette localité située à une 50aine de kilomètres de Sassandra, essentiellement agricole, à travailler pour sortir leur localité de la léthargie. 4 personnes tuées et 15 autres blessées dimanche dans l'explosion d'une roquette dans la ville portuaire de Benghazi dans l'est de la Libye. Ce tir n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le groupe État islamique a revendiqué des précédentes attaques à la roquette dans la deuxième ville de Libye, où les unités de l'armée alliée et les milices locales combattent les groupes islamistes depuis plus d'1 an. Toujours en Libye, l'ONU et l'Union européenne ont salué hier dimanche la signature d'un accord de paix, et cela malgré l'absence du gouvernement de Tripoli. Au sujet de la dette grecque, un accord unanime a été atteint ce lundi matin au sein de la zone euro. Alexis Tsipras assure que la décision va permettre de préserver des conditions de stabilité financière de son pays. Les parlements nationaux doivent encore se prononcer sur cet accord. Et c'est la fin de ce 13h. Rendez-vous prochain de l'information à 18h avec Marie-Laure Ungoran. Merci de rester avec nous sur RTI 1.